Je pense que c'est pas complètement fou de dire que l'une des plus grandes des épreuves pour un produit artistique destiné à un public, c'est l'épreuve du temps. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, on parle de jeux vidéo. Mais le temps, dans la condition humaine, ça a toujours été quelque chose qu'on a cherché à maîtriser. Et particulièrement en jeux vidéo, on a envie de laisser une trace. On a envie de faire parler pendant des années. Est-ce que vous en connaissez, vous, beaucoup des jeux vidéo qui sont installés depuis plus de 20 ans, dont on parle encore aujourd'hui ? Il y en a vraiment très peu. Mais parmi ce très peu, il y en a un qui est particulièrement intéressant. Il est là depuis 1996. Son histoire, elle est incroyable. Et malgré sa popularité, je suis pas sûr que beaucoup de gens la connaissent réellement. Là où tant d'autres ont échoué, c'est l'un des seuls qui a réussi à traverser le temps. 27 août 2005, une vidéo émerge sur YouTube d'une chaîne encore inconnue. Cette vidéo en question, c'est la toute première vidéo au monde qui montre le jeu Super Mario 64 sur YouTube. C'est la toute première fois qu'on voit le jeu sur la plateforme. Mais les quelques personnes qui tombent sur la vidéo à cette époque-là constatent rapidement qu'il y a un problème avec celle-ci. Mario 64, c'est un jeu qui permet de jouer seulement Mario. C'est dans le titre. Alors pourquoi dans cette vidéo, le joueur joue-t-il à un autre personnage ? C'est pas Mario le personnage jouable que vous voyez là en fait, c'est Luigi. En tout cas c'est le modèle de Mario un peu modifié avec les couleurs de Luigi. Comment ça se fait ? Comment c'est possible ? Et nombreux sont les premiers spectateurs de cette vidéo qui se posent cette question-là. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est un troll ? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? Retour en arrière. 1996, Mario 64 sort sur la nouvelle console de Nintendo, la Nintendo 64. À cette époque-là, on le sait déjà, Mario 64, c'est une claque monumentale, un jeu vidéo qui révolutionne le platformer 3D, premier jeu aussi en 3 dimensions de la franchise Mario, et le pari est réussi. On joue un Mario qui a des contrôles très très libres, on peut sauter dans tous les sens, et c'est cette physique du jeu, très légère et assez malléable, qui va être la cause du succès de Mario 64. Ça n'est pas que ça, bien sûr, Mario 64, c'est aussi de très très bons level design, avec des niveaux intelligents, bien pensés, tout s'accorde dans ce jeu, tout s'accorde. Au niveau de l'histoire, c'est un jeu Mario, donc il n'y a pas grand chose, mis à part cette histoire qu'on connaît tous, de la princesse Peach qui se fait capturer par une tortue mutante et Mario qui doit traverser 15 mondes pour aller la sauver, bref. Classique. C'est en même temps un jeu de Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, qui a toujours défendu l'idée que les jeux Mario, c'est du gameplay avant tout. On n'est pas là pour une histoire. C'est une position qui est logiquement critiquable. Et ça s'entend parce que quand on joue à un jeu vidéo, on peut avoir envie d'entendre une histoire, de développer un propos autour jusqu'à arriver à une conclusion. Et c'est le cas de Mario Galaxy par exemple, qui est l'un des seuls jeux Mario avec une histoire aussi poussée. Et ce jeu-là, on s'en rappelle certes parce que le jeu est super, mais aussi et surtout pour son histoire, sur toutes les théories qu'on peut se faire et l'ambiance générale que cette histoire donne au jeu. Mais Mario 64, on s'en rappelle absolument pas pour ça. On se rappelle de Mario 64 pour ce qu'il a amené aux joueurs du platformer 3D en jeu vidéo à l'époque. On se rappelle de son level design, on se rappelle de la physique du jeu, on se rappelle des mécaniques aussi. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que toute l'expérience de jeu de Mario 64 repose autour des étoiles de puissance. Quand vous lancez Mario 64, vous arrivez devant le château de Peach dans un grand jardin. Vous rentrez dans le château ensuite et vous avez accès à une salle seulement. Le reste, on peut pas rentrer parce qu'il y a un nombre d'étoiles qu'il vous faut pour rentrer dedans. Vous en avez évidemment 0 au début de la partie. Et dans cette seule salle dans laquelle vous pouvez rentrer, il y a un tableau. Il y a un tableau dans lequel vous pouvez sauter et qui vous emmène ensuite dans un niveau dans lequel vous pouvez récupérer ces étoiles dont on parlait. Chaque niveau en possède 7 à récupérer au total et c'est toujours sous format de petites missions. Récupérer tel nombre de pièces, faites telle course avec tel personnage, affronter tel autre personnage. Il faut les mériter, ces étoiles. Il faut les mériter, vous allez vous battre pour les avoir. Et plus vous en avez, plus vous avez accès à d'autres pièces qui vous présentent d'autres tableaux, donc d'autres niveaux, et puis ainsi de suite jusqu'à arriver à Bowser et sauver la princesse Peach ensuite. Bref, c'est très simple à comprendre et vous aurez pas besoin d'en savoir précisément plus pour comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Donc Mario 64 sort en 96. C'est une bombe rien qu'à sa sortie. Tout le monde le sent, tout le monde le sait, tout le monde en parle. Succès commercial, succès critique, très très bien. Sauf qu'il y a un gars à qui tout ça suffit pas. C'est un joueur comme tout le monde, qui a joué au jeu comme tout le monde, mais qui a voulu voir plus loin, parce que ce jeu, il fascine. Il a envie de comprendre, il a envie de regarder le code du jeu, il a envie d'inspecter et d'analyser. Son souhait à cette époque-là, c'était de pouvoir ouvrir Mario 64, regarder dans les fichiers du jeu, bidouiller un petit peu. Sauf qu'on est à la fin des années 90. Le seul moyen de faire un truc comme ça, c'est en utilisant un dev kit. Un dev kit, dans notre cas, c'est la réplique d'une console, mais faite pour faciliter le développement d'un jeu. C'est-à-dire qu'à l'époque où Mario 64 sortait sur la Nintendo 64,
Les développeurs qui travaillaient sur le jeu avaient un dev kit de la Nintendo 64. Ils rentraient la cartouche et ils avaient accès aux fichiers pour pouvoir modifier du code dedans et venir rajouter. Tout simplement, c'est un outil de travail. Sauf que ces machines-là, vous vous doutez bien que c'est pas un truc qu'on peut trouver sur le bon coin et négocier le prix à la baisse. Ça ne marche pas comme ça. Le dev kit d'une console, c'est un outil professionnel gardé très précieusement dans des bureaux d'entreprise de jeux vidéo. Mais c'est pas grave pour notre joueur qui veut ouvrir le jeu et s'amuser avec. C'est pas très grave. Parce que malgré le fait que sur la fin des années 90, modifier un jeu vidéo existant, c'est super difficile, quand on arrive en 2005, soit 9 ans après la sortie officielle de Mario 64, les émulateurs, ça commence à arriver. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est un émulateur, très simple. Explication rapide. Un émulateur, c'est simplement un programme que vous avez téléchargé sur votre ordinateur qui a pour mission d'imiter une console. Vous voulez jouer par exemple à Mario 64 sur votre ordinateur. Ce que vous allez faire, c'est aller sur internet, télécharger les fichiers de Mario 64 et puis ensuite les donner à votre émulateur pour qu'il puisse les lire. Et début des années 2000, les émulateurs arrivent très fort. Et ça change tout. Ça change tout parce que soudainement le jeu devient de plus en plus accessible. Il devient normal de voir des gens qui jouent à Mario 64 sur ordinateur. Et c'est une bonne nouvelle pour le jeu, parce que la Nintendo 64 a 9 ans là. La GameCube, entre-temps, la nouvelle console de Nintendo, elle est sortie en 2001. Donc elle est évidemment moins commercialisée. Et les gens vont moins l'acheter du coup. Et s'ils achètent moins la console, ils vont moins acheter les jeux. Et la solution pour ça, c'était d'extraire les fichiers de la cartouche et coder un émulateur pour qu'il puisse lire ces fichiers. Et ces fichiers, maintenant, puisqu'on y a accès, le personnage dont on parlait au début, il peut enfin ouvrir le jeu. Il peut enfin inspecter le code et regarder ce qui se passe dedans. Il y a juste un petit souci avec cette méthode, c'est que quand notre ami ouvre le jeu, le code est illisible. En fait, quand on développe un jeu vidéo, on l'écrit dans un certain langage de programmation facilement interprétable par un être humain. Mais quand le jeu est terminé et qu'on doit le commercialiser, on n'a pas envie de donner ce code à des gens. Parce que sinon, ça veut dire que t'as tout simplement donné ton jeu et tout ce qu'il compose à tout le monde. Et tout le monde pourrait faire n'importe quoi avec. Ce serait dommage que ça arrive, non ? Le code originel dans lequel a été écrit un jeu s'appelle un code source. Personne, en tout cas personne à cette époque, et encore moins Nintendo, n'a envie de donner le code source aux joueurs. Et pour éviter de faire ça, ce que font les développeurs dans ces cas-là, c'est qu'une fois que le jeu a été écrit dans un langage qui est compréhensible pour l'humain, on le convertit dans un autre langage plus facilement interprétable pour la machine, mais moins lisible pour l'être humain. Si vous-même là, vous décidez de regarder du code compilé, vous allez rien comprendre, rien du tout. Et donc notre pote là, notre ami dont on parle depuis tout à l'heure, d'ailleurs je vous ai même pas présenté, il s'appelle Starkson. En fait, Starkson, c'est un développeur. C'est même un peu plus précis que ça, c'est un développeur spécialisé dans le reverse engineering. Alors c'est quoi le reverse engineering ? C'est quoi ce terme qui fait peur ? À ce moment-là de l'histoire, Starkson, il est face à un code qui est illisible et seulement interprétable par une machine. Le reverse engineering, c'est une discipline qui consiste à faire le procédé inverse, convertir un code lisible seulement par une machine en langage compréhensible par l'être humain. Il fait le chemin inverse d'un développeur de jeux vidéo en fait. C'est une discipline extrêmement compliquée. Je pourrais pas vous en parler plus parce que moi je suis pas développeur et je peux faire des erreurs très facilement sur le sujet. Mais voilà, Starkson donc retrousse ses manches et se met au travail. Il est déterminé à comprendre comment Mario 64 fonctionne, il est déterminé à rajouter lui-même ses petits trucs dans le jeu, à voir comment est-ce qu'on peut modifier un jeu vidéo. Ça l'intéresse, c'est son truc. Et à force de travail et d'inspection, il arrive à s'amuser avec le jeu, il arrive à modifier des choses internes à ce dernier. Et c'est incroyable parce que ce qu'il faisait, personne ne le faisait à cette époque-là. Personne ne savait même que c'était possible. Alors il publie rapidement ses exploits sur YouTube. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec le jeu exactement ? C'est ce que vous avez vu au tout début. C'est la vidéo dont on parlait. Starkson a modifié le modèle du joueur. Il a modifié le modèle de Mario, il lui a un peu bougé certains points sur sa tête pour qu'il soit un petit peu plus étiré. Il a rajouté les couleurs de Luigi, donc avec une casquette et un t-shirt vert. Oui, vous allez me dire, c'est pas bien fou. Je veux dire, aujourd'hui, on fait 15 fois mieux. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des trucs de fou dans des jeux vidéo qui pourtant sont pas les leurs. Certes, mais on est en 2005. À ce moment-là, cette discipline, c'est pas très courant. Mais à ce moment-là, personne s'en doute. Et Starkson peut-être pas non plus. Mais son travail, ça va rallonger la vie de Mario 64 de 20 ans. Un simple gars dans sa chambre a montré au monde qu'on pouvait faire ça. Et là, les choses s'accélèrent, tout s'enchaîne. Starkson sort une deuxième vidéo dans laquelle il montre une autre modification qu'il a apportée au jeu. Cette fois-ci, il a placé des ennemis du jeu à un endroit où il y en a normalement pas. Il sort ensuite une vidéo qui n'a rien à voir, mais sa quatrième vidéo, c'est la plus importante de sa chaîne. C'est le réel point de commencement de notre histoire. La vidéo, elle est titrée Toadstool 64 Teaser Vidéo, Super Mario 64 Level Editor. Vous avez bien compris, Starkson a sorti un éditeur de niveau. C'est-à-dire qu'il a sorti un outil qu'on peut tous télécharger qui permet d'ouvrir Mario 64
et de modifier de manière interactive plein de choses dans le jeu. On est juste au début, donc on peut pas modifier grand chose si ce n'est les textures et le placement des objets. Mais c'est déjà beaucoup en réalité, parce que ça va motiver plein d'autres développeurs à aller encore plus loin ensuite. Ça va stimuler la curiosité d'autres joueurs, et parmi ces joueurs, il y a moi. Je vous jure, c'est vrai. Je me permets la petite parenthèse personnelle, non mais quand même, je sais pas trop si cette vidéo va attirer un nouveau public, mais sur cette chaîne YouTube, de base, je parle de mon projet qui est de refaire Mario Odyssey dans un ancien jeu Mario. Et cette recréation, elle passe par les mêmes procédés que vous venez de voir juste avant. Mais avant d'avoir ce projet et de commencer à travailler dessus, je m'étais de base intéressé à Mario 64. Et mon arrivée dans cette communauté, c'était aux alentours des 2013-2014. Toadstool 64 existait encore. C'était encore utilisé à cette époque-là, donc c'est un outil que j'ai utilisé. Et pour y avoir été à cette période, je peux vous dire que la communauté, elle était grande. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui s'intéressaient encore au jeu des années et des années après. Mais on y arrive. Je me suis un peu perdu. Je me suis un peu permis d'expliquer ma vie. Qu'est-ce que je disais Starkson donc sort Toadstool 64 et plein d'autres gens commencent à s'y intéresser. Et là, il commence à y avoir un espèce de travail collectif autour du jeu pour essayer de percer ses secrets, pour essayer d'analyser le code, de comprendre. Il n'est à cette époque pas possible de faire plus que de bouger certains objets, certains ennemis ou encore juste changer certaines textures. C'était assez limité quand même. Mais Starkson en démord pas du tout. C'est un acharné, il veut absolument faire tout ce qui est possible avec le jeu. Et c'est pour ça que le 27 janvier 2008, Starkson arrive avec le tout premier niveau personnalisé en 3D. Vu que Toadstool ne permettait pas de modifier beaucoup de choses, mis à part ce que j'ai cité auparavant, on n'a jamais vraiment pu modifier les niveaux en eux-mêmes. Le maximum de ce qu'on pouvait faire, c'est placer un ennemi là-bas, placer une étoile là. Ok, c'est très drôle, mais on veut aller plus loin. On veut être comme ces développeurs chez Nintendo qui ont designé chaque niveau bloc par bloc. Et Starkson est le tout premier, à réaliser l'exploit d'importer un nouveau modèle 3D qu'il a lui-même fait dans le jeu. Bon, certes, il y a eu 2-3 ans de recherche entre le tout départ et maintenant, mais imaginez ce qu'on va faire dans quelques années si le progrès continue en bonne voie comme ça. Imaginez seulement ce que ça pourrait donner. Et c'est 1 an après tout ça, seulement 1 an après que ça y est, on commence à voir ce qu'on peut réellement faire sur Mario 64. Mesdames et messieurs, je vous présente Frobert. Je pense que ça se prononce comme ça. Frobert, ses premières traces d'activité en ligne, on les date à 2008 à peu près. C'est également un développeur qui s'est pris de passion pour Mario 64 et il publie sur sa chaîne plein d'expérimentations, plein de petits niveaux dont il a eu lui-même l'idée du level design, des custom levels, on appelle ça. C'est en grande majorité des tests d'import de modèles 3D dans le jeu qu'il fait. Mais en 2009, une vidéo appelée Super Mario 64 The Missing Stars apparaît sur sa chaîne. It's me, Mario! Hello! Super Mario 64 The Missing Star, c'est l'une des premières fois où on voit un jeu vidéo dans un jeu vidéo. En gros, c'est tout ce qu'on a vu avant, mais c'est poussé un cran plus loin à chaque fois. C'est-à-dire qu'il s'agit plus vraiment de faire des tests de niveau, des tests de texture. Là, on est sur un produit qui se veut terminé et jouable. Des nouvelles missions, des nouvelles étoiles à collecter et même aussi des nouveaux personnages jouables. Super Mario 64 The Missing Star fait beaucoup parler. Vous lancez le jeu, vous arrivez dans un endroit que vous ne connaissez pas. C'est pas que vous connaissez pas, vous connaissez le jeu original. Vous avez joué, bien sûr, vous le connaissez par cœur. Mais là, c'est une toute nouvelle aventure qui vous attend. C'est une continuité, en fait. Il y a 38 étoiles de puissance à récupérer. 38 nouvelles missions réparties dans 8 niveaux différents. Imaginez juste qu'à cette époque-là, vous êtes quelqu'un qui aime bien les jeux vidéo, vous avez joué à Mario 64 il y a des années, et un jour, vous tombez sur cette vidéo-là, et que vous découvrez que vous pouvez aujourd'hui jouer à ce même jeu, mais pas vraiment le même. Quelque chose de nouveau, avec une nouvelle aventure, avec une nouvelle direction, c'est génial, parce que c'est un jeu qui rend nostalgique chez beaucoup de monde. C'est un jeu qui a fait partie de l'enfance de beaucoup de joueurs. Et il n'y a aucun univers où un projet de la sorte ne fait pas parler de lui. C'est pas possible. Alors beaucoup de gens tombent dessus, s'amusent de fou, et surtout commencent à s'intéresser un petit peu plus à cette discipline. Mais cette discipline, elle s'appelle comment ? Parce qu'on l'a pas nommée depuis le départ. Il n'existait pas vraiment de terme pour définir ça. Enfin, il existait, mais il était pas assez utilisé. Sauf qu'avec l'afflux de monde qui arrive dans cette communauté de Super Mario 64 suite à The Missing Star, il faut bien décider d'un terme pour mettre tout le monde d'accord et surtout pour simplifier la vie quand on veut parler de ça. Et ce mot qui désigne tout ça, c'est le ROM hacking.
Le ROM hacking, c'est pas un terme qui est exclusif à Super Mario 64. C'est ce terme qui, dans notre cas, définit la modification d'un jeu déjà existant. ROM hacking, c'est 2 mots, c'est ROM et hacking. Une ROM, dans notre cas, et je précise bien dans notre cas parce que ça peut être autre chose, c'est le fichier global qui contient tout le code d'un jeu vidéo issu d'une console. Et hacking, ça signifie seulement que la ROM a été altérée et modifiée par un joueur. Super Mario 64 The Missing Star, c'est une ROM hack. On a pris la ROM de Mario 64 pour la modifier ensuite. Il a été en partie popularisé par le site romhacking.net, qui est un site web qui répertorie toutes les ROM hacks de tous les jeux vidéo existants. Oui, parce que tout ce que je vous dis là depuis tout à l'heure, une modification de Mario 64, ça existe aussi sur d'autres jeux. Mario 64 est une exception dans son genre quand même, parce que c'est le seul qui a eu droit à autant de personnes qui s'y intéressent. Et suite à ça, rapidement, Starkson et Frobert mettent à jour leurs outils de développement. Ils permettent aussi aux joueurs de pouvoir faire eux-mêmes leur propre niveau dorénavant. Tous les outils sont là. Tous les outils sont disponibles pour tout le monde en libre accès sur Internet gratuitement. Il reste plus qu'à faire. Et il allait s'en passer des choses ensuite. Un an après, un utilisateur du nom de Skelux poste une vidéo qui s'appelle Super Mario 64 Christmas Carnival. Skelux, faut retenir son nom parce que ça va être important pour plus tard, mais pour le moment, tout ce qu'on a de lui, c'est cette petite ROM hack de 3 étoiles seulement, répartie dans un seul niveau, mais ça reste intéressant d'en parler parce que c'est quand même un petit peu novateur. The Missing Star, c'était super, c'est sûr, mais le projet n'atteint absolument pas l'exigence d'un level design de Nintendo, c'est assez sûr aussi. Christmas Carnival non plus, mais on se rapproche. On se rapproche quand même d'un level design un petit peu plus travaillé. Déjà, tout ce qui se faisait à l'époque, c'était très blocky, c'était des blocs, vraiment, je peux pas le dire mieux, c'était des zones cubiques sur lesquelles on sautait. Mais Skelux, lui, joue bien plus avec les volumes. Dans ce seul niveau, il y a quand même plein de choses. Déjà, c'est réparti en plusieurs blocs d'îles, ça peut paraître banal en vrai, mais personne faisait ça. Il y a un chapiteau, il y a une grande roue, et il y a même une rampe, et je vous jure, j'ai l'impression d'énumérer des trucs débiles et simples, mais ça fait toute la différence, parce que tout ça, ça ramène un petit peu plus à cet aspect du jeu original dans lequel on pouvait vraiment se perdre en explorant, flirtant des fois un petit peu avec l'open world. Il y a du progrès fait et de la réflexion qui est menée pour essayer d'atteindre et peut-être même à terme surpasser l'intelligence du level design de Mario 64. Mais je vous bassine avec le mot level design depuis le départ, mais il n'y a pas que ce côté-là dans Mario 64, bien sûr. Il y a aussi un travail de texture qui est mené. Vinny Boiler, c'est le nom de cette prochaine curiosité de Mario 64, un gars qui clairement expérimente plus sur ce côté texture. Il sort plein de trucs à droite à gauche, il n'y a pas spécialement un projet qu'on peut lui associer. Moi j'en ai retenu qu'un seul, que je trouve intéressant. Monochrome Mario 64, ça s'appelle. Bon, tout est dans le titre en vrai. Bon, hormis cette musique qui donne mal au crâne au bout de 30 secondes, c'est peut-être le projet le plus singulier qu'on a vu jusqu'à maintenant. Même peut-être sans les trucs d'interface au-dessus, on pourrait se demander s'il s'agit même pas d'un autre jeu. En soi, c'est tout petit, y a pas plus de 7 étoiles à récupérer, elles sont toutes réparties dans un seul niveau. Mais même le niveau en lui-même est plutôt sympa, c'est la première fois qu'on voit vraiment un projet axé autant plateforme. Il y a même des fois certaines mécaniques de couloir avec un seul chemin à suivre et des obstacles à éviter, et le tout avec ce jeu de texture assez singulier, ça donne une ROM hack qui est géniale. Mais on n'a pas le temps de s'attarder dessus, il faut qu'on enchaîne, parce que la même année, pas longtemps après, un gars du nom de Lug Milord apporte aussi sa pierre à l'édifice et sort sa ROM hack à son tour. Ça s'appelle Super Mario 74. Et là, stop. On s'arrête 2 secondes, parce que vous avez peut-être remarqué que depuis le départ, depuis que je cite un petit peu tous les projets de ROM hack qui sont sortis, je cite constamment le nombre d'étoiles que chaque projet contient. Pourquoi je fais ça ? Comme j'ai dit au départ, Mario 64, toute son expérience de jeu, ça se base autour de ces étoiles de puissance à récupérer. Et c'est comme ça qu'on définit la longueur d'une ROM hack en fait. Parce qu'on peut se dire à peu près qu'en moyenne, une étoile, ça prend, 5-10 minutes à récupérer, le temps de trouver l'emplacement, le temps de savoir ce qu'on doit faire, et aussi en fonction de la difficulté. Mario 64, c'est juste Mario qui court après des étoiles, parce que ce jeu c'est un platformer 3D, et c'est ça qui est fun justement, et c'est ce nombre d'étoiles qui définit la longueur de jeu de Mario 64, le jeu original, mais du coup des ROM hack aussi. Le jeu original il possède 120 étoiles de puissance à collectionner, d'accord ? 120, pas une de plus, pas une de moins, c'est énorme et ça représente des jours et des jours de jeu. Est-ce que vous savez combien d'étoiles Super Mario 74 possède ? Combien le créateur a mis d'étoiles dans sa ROM hack ? 151. Vraiment, c'est 151 étoiles, c'est le vrai chiffre. Il y en a 31 de plus que dans le jeu original. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui s'est levé un matin et qui s'est dit qu'il allait faire un projet plus grand que Mario 64. Alors peut-être que Super Mario 74, c'est pas comme la qualité Nintendo du jeu original, mais ça reste très fun à jouer. Il y a plein de bonnes idées, il y a plein d'utilisations qu'on peut faire de la physique qui n'avaient jamais vraiment été exploitées avant. Tenez là par exemple, vous devez faire plein de sauts muraux en ayant un timing précis pour pouvoir monter tout en haut et arriver à l'étoile. Là ici, c'est
c'est un peu pareil, vous devez penser précisément à quel côté commencer pour pas tomber de l'autre. Et il y a plein de trucs comme ça. C'est un petit peu plus difficile que le jeu original, et ça s'explique aussi très simplement. C'est que là, on est en 2011. Le jeu, ça fait 15 ans qu'il est sorti. Tous les joueurs, ils connaissent la physique mieux que personne à l'heure actuelle. Mieux que Nintendo quand ils sortaient le jeu 15 ans auparavant. Parce que quand ça fait autant de temps que vous jouez à un jeu, et que vous êtes habitué à ses contrôles, vous développez des nouvelles mécaniques, des nouvelles manières de jouer. Et Super Mario 74 en prend largement avantage. C'est un jeu fait par un joueur qui joue à ce jeu depuis des années pour des joueurs qui jouent à ce jeu depuis des années aussi. C'est logique que ça leur parle. Aujourd'hui, cette ROM hack, c'est l'une des plus connues de la communauté Super Mario 64. C'est la première fois que quelqu'un a fait un projet d'une telle ampleur. Mais ça va pas rester le seul pendant très très longtemps parce que là, préparez-vous. Préparez-vous parce que quelque chose d'incroyable arrive. Est-ce que vous vous rappelez de Skellux? On en a parlé il y a 3-4 minutes. Fin d'année 2011. À peine quelques mois après la sortie de Super Mario 74, Skellux y publie une vidéo. Une vidéo super importante pour les gens fans de Super Mario 64 à cette époque-là. Je sais pas vraiment comment introduire le sujet, alors je vais juste mettre la vidéo et... Ce que vous venez de voir là, on en parle encore aujourd'hui. C'est resté dans le cœur de beaucoup de joueurs, notamment du mien, et c'est pour ça que je suis très heureux d'en parler. À l'époque où il est sorti, il était vraiment qualifié comme la suite spirituelle de Mario 64. Rien que ça. Aujourd'hui, je vous parle enfin de Super Mario Star Road. Il a énormément fait couler d'encre l'année de sa sortie. Il a donné vie à l'un des let's play les plus cultes du YouTube français en 2014. It's me, Mario. Mario. Oh non, je sais pas si je vais pouvoir continuer dans ces conditions. Ah bah non. Ouh là 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 là. Non. Non. Il est sous l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est en train de se noyer. Est-ce que je vais gagner, tu penses? Non, t'es en train de mourir. Ah, t'es tombé dans l'eau. Ah, c'était tellement beau. Je sais pas pourquoi t'arrêtes pas de changer la caméra. Mais je puis rien là. Non. On s'est fait assassiner. Super Mario Star Road, c'est très fort. Arriver à créer de la nostalgie sur de la nostalgie comme l'a fait Skellux, c'est incroyable. Parce que les gens qui ont connu l'essor de Star Road comme moi à l'époque, on est tous nostalgiques de cette époque-là. On est nostalgique de base de Mario 64, mais on l'est aussi pour Star Road. Il y a plein de bonnes idées dans cette ROM hack. Il y a un nouveau château magnifique, un hub plus grand. Tous les niveaux sont très différents et avec à chaque fois des thèmes précis. Ça n'avait encore jamais été fait. Tenez, par exemple, dans le château, à l'intérieur, il y a une malle de jeu. Si vous rentrez dedans, vous arrivez dans un monde gigantesque rempli de jouets. Vous êtes tout petit, les jouets ils sont immenses et vous avez partout où sauter. Là, c'est un cahier de musique. En sautant dedans, vous arrivez dans un monde qui est rempli d'instruments en lévitation. Et pareil, vous êtes tout petit face à ces instruments de musique. Et le niveau, il est dur de fou. En tout cas, il était pour le mois de 12 ans face à son ordinateur qui jouait bêtement au clavier. Et c'est un truc génial de la part de Skellux. Il a rajouté de la difficulté au jeu. On en a déjà parlé avec Super Mario 74, mais là, la difficulté, elle est vraiment bien mieux répartie. On a des phases de platforming qui peuvent très bien être exigeantes, comme plutôt simples. Et comme vous n'avez pas besoin de l'intégralité des étoiles pour finir le jeu, vous pouvez très bien vous contenter de faire le minimum avec les niveaux les plus simples. Ça rend le jeu bien plus accessible. Et une fois arrivé à la toute fin, on vous propose même un niveau bonus qui, par contre, lui, est vraiment fait pour les gens qui sont très chauds. Dans ce projet, il y en a vraiment pour tout le monde. Pour les bons joueurs, pour les moins bons joueurs, pour les débutants, pour les anciens. Tout le monde, à l'époque, y a trouvé son compte. Ce qui fait l'extrême puissance de Star Road, c'est ces niveaux à thème, ces directions artistiques qui sont très différentes de ce qu'on a vu jusqu'à là. Et surtout, je suis désolé, je vais me répéter, son level design. Skellux, il est trop fort dans cette discipline, d'accord? Il excelle, il complexe tout le monde depuis des années dessus. Peut-être beaucoup de gens vont dire que je maxe énormément, mais certains niveaux de Star Road sont largement au-dessus des niveaux du jeu original en termes de qualité. Il y a des sauts précis à faire, des niveaux qui demandent de la pratique et des connaissances de jeu, et ça marche.
Salut à tous, c'est JDay et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos, c'est Super Mario 64 Star Road. Hey guys, it's Slimster and welcome to the finale of Let's Play Super Mario Star Road. Super Mario Star Road. Hello everyone and welcome to part 4 of my Let's Play of Super Mario Star Road. Herzlich willkommen bei Super Mario Star Road, einem Mario 64 Hack. Bienvenue dans un nouveau Let's Play spécial en l'honneur des 2 ans de la Team Yell. Welcome back, guys, to the Mario and Luigi Super Mario Star Road Adventure. Tout le monde y va de son let's play à l'époque, tout le monde joue au jeu, c'est 130 étoiles qui nous attendent dans cette ROM hack, comme je l'ai dit un petit peu avant, c'est peut-être moins que Super Mario 74, mais en termes de qualité, on est largement dessus. Et attention, j'ai pas envie de donner à la vidéo une allure qu'elle n'a pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas ici pour juste citer des ROM hacks de Mario 64, on est surtout là pour parler de l'extrême longévité de ce jeu vidéo. Et l'une des explications de pourquoi il tient autant dans le temps, c'est que ses fans sont très attachés. Imaginez, vous avez conceptualisé et créé un jeu sorti 15 ans auparavant, et vous avez marqué tellement une génération de joueurs que 15 années après, on vient décortiquer votre jeu pour en faire une suite non officielle et surtout disponible gratuitement. Ça veut dire que c'est des gens qui sont pas rémunérés pour faire ce qu'ils font, c'est un travail de passion. Et autant j'admets, la communauté ROM hacking Mario 64, ça reste assez niche, mais avec Star Road, c'est l'une des premières fois où on commence à en sortir. Tous les let's players et personnes qui ont fait des vidéos sur Star Road à l'époque, c'est pas spécialement des gens qui à la base sont familiers avec le milieu de la ROM hack. C'est des gens qui, quand ils étaient plus jeunes, ont joué à Mario 64. En bref, vous l'avez compris, Star Road c'est un projet incroyable. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Vraiment, je vous y encourage. La vidéo elle est assez longue comme ça, donc on va enchaîner bien sûr. Mais Super Mario Star Road c'est une pierre angulaire du ROM hacking de Mario 64. Rapidement, petite devinette comme ça. Quel type de joueur, autre que les joueurs lambda bien sûr, vous attirez lorsque vous donnez à un public un platformer 3D avec un personnage qui a des contrôles très libres et assez satisfaisants à jouer? Je vous l'accorde, la question elle est très longue pour une devinette, mais vous voyez forcément où je vais. Vous voyez forcément où je veux en venir. La réponse à cette devinette, c'est les speedrunners bien sûr. Bon, on va rester dans cette idée de garder la vidéo accessible pour tout le monde, donc je vais vite fait expliquer. Les speedrunners, c'est des fous furieux qui se mettent pour objectif de finir un jeu le plus rapidement possible. Comme dit plus tôt, ça fait tellement longtemps à ce moment-là que le jeu est sorti que tous les joueurs, ils ont eu le temps d'essorer la physique de Mario 64. Le backward long jump, c'est cette technique de saut répétée qui permet de faire clip Mario entre une surface et lui-même pour gagner de la vitesse et passer à travers les murs. Et ça, en speedrun, pour le coup, c'est la première technique à savoir. C'est le premier truc qu'on apprend quand on veut commencer à speedrun Mario 64. Alors évidemment, c'est pas Nintendo qui a mis ça consciemment dans son jeu, hein, c'est des trucs qui ont été trouvés par la communauté. Regardez un speedrun de Mario 64, c'est toujours super impressionnant, et ça l'est d'autant plus quand vous connaissez le jeu et sa physique qui peut des fois être très exigeante. En soi, je pourrais absolument faire une vidéo avec la même longueur que celle-ci, mais seulement concentrée sur le speedrun. Et encore, ce serait même pas exhaustif. Il y a énormément de choses à dire. Il y a déjà plein de vidéos de plein de créateurs sur YouTube qui récapitulent des histoires de speedrun, parce que c'est une communauté dans laquelle il y a des histoires incroyables. Le speedrun Mario 64, c'est des personnes qui se cassent la tête pendant des mois pour finir le jeu d'1 centième de seconde de moins que la fois précédente. C'est une communauté dans laquelle il y a beaucoup de monde, peut-être 2 fois plus que dans la communauté ROM hacking, mais pourtant, c'est des communautés qui se répondent. Vous êtes un speedrunner de Mario 64 et vous avez envie de changer un peu de terrain. Vous en avez forcément marre au bout d'un moment de relancer le même jeu en boucle et en boucle. Et ben ça tombe bien. Parce que si vous voulez, il y a plein de ROM hacks qui elles ne demandent qu'à être speedrunnés. Des terrains de jeu sur lesquels on n'a pas encore cherché toutes les routes, tous les petits moyens d'optimisation pour terminer le plus vite possible. Et même au fur et à mesure du temps, c'est beaucoup de recherches menées sur le jeu qui viennent de la communauté ROM hacking qui permettent aussi aux speedrunners de pouvoir analyser le jeu plus en profondeur, regarder dans le code de manière plus précise et comprendre un peu mieux ses fonctionnements. C'est 2 communautés qui peut-être ont l'air très éloignées, l'une est plus niche que l'autre, l'une est peut-être plus petite que l'autre, mais qui se répondent.
Cette communauté dont on parle depuis tout à l'heure du speedrun Mario 64, c'est la plus grande communauté de speedrun au monde. Parce que bien sûr, comme dans le ROM hacking, le speedrun n'existe pas que sur Mario 64. L'explosion du speedrun pour Mario 64, c'était surtout arrivé en 2015. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, le jeu est toujours l'un des plus speedrunnés au monde. À l'heure où j'enregistre, c'est le plus speedrunné au monde. Et pourtant, il en manque pas du tout de concurrence. Vraiment pas. C'est-à-dire qu'il a réussi à rester en top avec Minecraft. Si vous étiez sur internet ces dernières années aussi, surtout en 2020, vous avez forcément vu que tout le monde s'est mis à speedrun Minecraft. Ça a pris d'un coup et l'une des raisons aussi, c'est que le jeu a reçu une mise à jour qui a rendu le speedrun plus intéressant et aussi plus accessible. En 2020 et sur les années qui suivent, on a vu plein de gens s'y mettre. Mais Minecraft, c'est un jeu qui est sorti bien avant Mario 64. Il est sorti en 2009 et c'est un jeu qui a été constamment mis à jour. Et même malgré ces mises à jour perpétuelles qui ont aussi boosté le speedrun Minecraft, même à ce moment-là, Mario 64 était pas loin derrière. Alors que pourtant, Minecraft a en face de lui à ce moment-là un jeu qui date de la fin du siècle dernier et qui, à la différence de lui, n'a jamais reçu une seule mise à jour. Le dévouement et l'attachement que la communauté speedrun Mario 64 porte à son jeu, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Comme je vous ai dit, ça mériterait sa vidéo entière. Mais en parallèle de ça, il y a quelque chose d'autre encore qui, du côté de Mario 64, émerge. On quitte complètement le speedrun, on revient un petit peu vers le milieu de la ROM hack, mais pas trop non plus. Vu qu'on va refaire un petit peu un bond dans le passé, juste je vous préviens, ce que vous allez voir, ça date un petit peu. Bon, clairement, je vous avais prévenu, c'est vieux. Cette vidéo que vous venez de voir, elle a 19 ans. Elle est sortie à peine un an après la toute première vidéo qui montre Mario 64 sur YouTube dont on parlait au tout départ. Cette vidéo qu'on vient de voir, ça a un nom. Ça s'appelle un bloopers. Un bloopers, c'est un bêtisier. C'est les scènes coupées d'un programme qui présente des erreurs et qui rend le truc un peu comique. Mais alors nous, dans notre cas, un bloopers, c'est des gens qui se filment sur Mario 64 et qui créent des situations un peu comiques dans le jeu et qui rajoutent ensuite des textes pour faire parler les personnages et pour amplifier ce côté comique. Les gens qui font ça, on les appelle des machinimistes. Le machinima, c'est le nom précis de cette pratique de créer des courts-métrages sur Mario 64. Et là où c'était simplement le début sur YouTube, donc pas encore hyper poussé comme la vidéo que vous venez de voir, au fil des années, les bloopers vont devenir de mieux en mieux. Et l'une de ces raisons de la qualité qui augmente dans ce type de vidéo, c'est que le machinima a rencontré la ROM hack. Et oui, parce que si on fait fusionner ces deux disciplines, on va bien plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des mods qui ont été développés précisément dans le but de faire du machinima. Des mods par exemple qui permettent à la caméra du jeu de bouger comme on veut, pour avoir les angles de caméra qu'on souhaite. C'est vraiment une époque où on essaie de transformer Mario 64 en studio de cinéma. Certaines personnes ont envie d'utiliser Mario 64 pour mettre en scène des histoires qu'ils veulent raconter, faire des courts-métrages drôles et amusants, et surtout introduire des nouveaux personnages de leur imaginaire. Mais comment est-ce qu'on fait quand on a simplement un jeu dans lequel Mario est jouable, mais qu'on a quand même envie d'introduire des nouveaux personnages en utilisant Mario 64 ? Comment on fait ? On modifie tout simplement les couleurs de Mario, c'est tout. On modifie la couleur de ses textures, point barre. Et c'est bien après la première vidéo qui date d'il y a 19 ans que je viens de vous montrer, c'est plus vers 2011 qu'on commence à voir une flopée de personnages fictifs issus de l'univers de Mario. Des Mario colorés dans tous les sens avec des noms complètement différents à base de chiffres, de lettres en majuscules. C'est pour la plupart des noms illisibles même. Le tout mis en scène dans des petites vidéos courtes assez marrantes. Bah, vous allez me dire que c'est gentil tout ça, mais tout ce qu'on voit c'est Mario 64 avec vite fait un peu de montage vidéo et des zones de texte rajoutées avec Windows Movie Maker. Et c'est vrai, vous avez raison, mais ça restera pas bien longtemps le cas. Glitch ou Glitch Productions est un studio d'animation indépendant. Ils sont connus pour avoir créé plusieurs séries, dont le plus connu est The Amazing Digital Circus, et je serais pas spécialement surpris qu'une grande partie d'entre vous les connaissent déjà, parce que les épisodes, ils comptent des centaines de millions de vues. No, my dear, we can't have any of that foul language around here. Que vous voyez très bien aux images, mais en termes de qualité d'animation, les séries que propose Glitch Productions, c'est très haut. Et c'est d'autant plus incroyable parce qu'ils sont indépendants. Et faire de l'animation 3D indépendante, c'est un peu plus compliqué de proposer des séries de bonne qualité comme eux le font. Principalement parce qu'il y a moins de moyens financiers et on peut pas tous s'improviser Disney ou DreamWorks. Mais Glitch dénote beaucoup dans le paysage de l'animation 3D indépendante pour leur qualité visuelle, aussi pour leurs histoires avec leurs personnages super attachants. Tout est disponible gratuitement sur YouTube en plus. Leurs vidéos, elles sont doublées dans plus de 20 langues différentes. Ils ont même récemment signé un accord avec Netflix pour diffuser certaines de leurs séries dessus.
Actuellement, Glitch tout leur sourit et ils sont énormément érigés en tant que sauveurs de l'animation indépendante sur YouTube ou sur internet. Et à l'origine de ce studio d'animation, on retrouve deux gars, Kevin et Luc Lerdvichagoul. Ils ont le même nom de famille. Pourquoi ? Parce que c'est deux frères, deux producteurs australiens aux multiples casquettes qui sont à l'origine de la fondation du studio d'animation Glitch. Et là, on pourrait tout simplement croire qu'il s'agit d'une simple success story avec deux frères qui ont fondé leur studio d'animation et qui sont arrivés ensuite. L'histoire, elle commence pas là. Des deux frères, c'est Luc qui nous intéresse le plus au départ. Dès qu'il est en âge pour aller à l'école, le petit Luc, il travaille tous les soirs au magasin de ses parents avec son grand frère, Kevin. Des petits, c'est déjà un bosseur. Mais c'est aussi un petit garçon qui aime beaucoup les jeux vidéo et qui a envie de raconter des histoires. Et ça tombe bien, parce que figurez-vous que chez lui, il a une console de salon, la Nintendo 64. On va pas faire durer un faux suspense, vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez de quoi ça parle, et on sait très bien à quoi le petit Luc, à cette époque-là, il joue sur sa console. C'est un enfant d'internet aussi, il est né en 99, il a grandi dans les années 2000, et dès qu'il est en âge, il traîne bien évidemment, comme tout le monde, sur YouTube. Et le petit Luc, 11 ans au moment des faits, tombe sur cette vidéo qu'on a vue juste avant. On sait pas trop ce qu'il a pu se dire à cette époque-là, mais on sait très bien depuis le départ qu'il veut raconter des histoires. C'est un truc qui l'anime, qui le passionne. Mais quand il a vu le jeu vidéo qu'il a dans son salon, et un mec qui fait un espèce de mini-sketch dessus, l'association, elle est vite faite. Et son histoire, pour nous, c'est là qu'elle commence. Parce qu'il y a 14 ans, donc en 2011, il publie sa première vidéo. Sans le savoir, l'histoire d'un des plus grands studios d'animation indépendante d'aujourd'hui, elle a commencé là. Elle a commencé sur Mario 64, avec cette cinématique culte et ce grand jardin qui fait face au château. Luc, sur internet, vous le connaissez sous un autre nom. Aujourd'hui, il a presque 10 millions d'abonnés et vous avez forcément déjà vu au moins une fois une de ses vidéos passer. Dans la vraie vie, c'est Luc, sur internet, c'est SMG4. Ok. Alors, SMG4, c'est pas lui qui a l'initiative de la pratique du bloopers sur Mario 64, vous l'avez bien compris, mais c'est, et de loin, son plus grand architecte. C'est la référence numéro 1 dans ce domaine, et sans aucune autre forme de compétition. C'est l'un des premiers à ramener du rythme, des histoires marrantes et originales surtout, et il a énormément contribué à définir le genre. Les bloopers Mario 64, c'est un humour très internet. C'est très débile dans le ton, il y a des situations absurdes à perte de vue, et énormément de mèmes dans tous les sens. Lui, dans ses vidéos, il introduit très rapidement des personnages issus d'autres univers dans ses histoires et il se met lui-même en scène à travers son avatar virtuel, SMG4 donc, un recolor de Mario avec une casquette, un t-shirt bleu et une salopette blanche. Ces vidéos font très rapidement beaucoup de vues. La qualité, elle augmente, le rythme de production aussi, et son grand frère Kevin, dont on a parlé avant, il voit tout ça grossir, il voit que son frère passe le 1 million d'abonnés sur YouTube, et c'est là qu'il se dit qu'il serait peut-être temps de lui venir en aide. SMG4, c'est donc une entreprise, c'est le pré-Glitch Production en quelque sorte, un business familial avec pour intention de raconter des histoires encore plus folles et encore plus barrées et avec plus de moyens. Sauf qu'on a vu la genèse de tout ça. Les bloopers Mario 64, à la base, c'était juste Mario 64 avec des fonds verts, quelques éléments incrustés vite fait et quelques plans de caméra et point barre. Sauf que Kevin, pour amener un petit peu plus de richesse visuelle et pour leur permettre de faire des trucs un petit peu plus élaborés, il mélange d'autres techniques. Il utilise Garry's Mod, un autre jeu qui lui permet de faire des animations rapides de ses personnages et parfois ces animations, elles rajoutent même un petit peu plus sur le côté comique parce qu'il peut les faire partir complètement dans tous les sens. Glitch Productions, ça a été fondé suite à ça, quand SMG4 devenait vraiment bien trop grand et qu'il a fallu encadrer ça avec une société de production et surtout quand SMG4 lui-même s'est rendu compte qu'il voulait pas du tout s'enfermer dans ce type de contenu, il voulait raconter d'autres histoires. À mesure qu'on avance dans ses vidéos et dans les années aussi, il intègre de moins en moins d'éléments de Mario 64. Et c'est normal parce que la qualité de ses vidéos entre temps elle a vraiment beaucoup évolué. Mais on peut quand même voir sur ses miniatures ou sur certaines séquences des fois que Mario 64 persiste quand même. Le timing est très bien choisi pour parler d'SMG4 parce que Luc a annoncé que fin 2025, la chaîne prendrait définitivement fin après 14 ans de bons et loyaux services. Il a fait le tour de ce qu'il voulait faire avec cette chaîne, avec les personnages et avec tout le lore qu'il a créé autour. Et à l'heure où vous regardez cette vidéo-là, SMG4 a posté il y a une semaine sa dernière et finale vidéo. Thank you all so much for joining me on this journey.
c'est pas le seul qui a décidé de faire des trucs artistiques avec ce jeu vidéo, on a aussi M. Jacob Barker. Je voulais vraiment vous en parler de ce gars parce que c'est super intéressant ce qu'il fait. À titre personnel, ça fait plusieurs années que je le suis maintenant et il a toujours développé des histoires sur ce jeu avec une approche bien plus contemplative. C'est pas vraiment des bloopers ou du machinima. Jacob Barker, ce qu'il fait, c'est qu'il réfléchit tous ses angles de plan comme un film. Il n'hésite pas à faire sortir les personnages aussi du contexte du jeu. On peut voir Mario sur un écran d'ordinateur et puis juste à la seconde d'après, Mario et Luigi en train de se battre sur un bureau. Pour ces vidéos-là qui sont sorties il y a plusieurs années, il utilisait bien sûr Mario 64 et les mêmes techniques dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire des modes développés pour le jeu sur lesquels il pouvait faire n'importe quel plan qu'il voulait, mettre ensuite les personnages sur fond vert et faire des incrustations dans d'autres endroits. Bon, aujourd'hui, il a carrément plus de compétences qu'avant, donc il anime tout à la main sur Blender. Et c'est magnifique, c'est vraiment, je trouve, les plus belles vidéos sur Mario 64 qu'on peut voir sur YouTube, avec des histoires plutôt originales et toujours cette idée de garder une esthétique très vaporeuse, très légère. Et pareil, il a aussi commencé à faire ça en 2011. Plus je fais des recherches et plus je me rends compte que 2011, c'est quand même une année pour Mario 64 qui a été incroyable. Mais c'est peut-être pas pour autant l'âge d'or de Mario 64. Peut-être que les meilleures années sont devant nous encore. Il se passe pas grand chose entre 2011 et 2014. Enfin si, il s'en passe quelques trucs quand même, parce que suite à Star Road, la communauté ROM-hack, elle est plus active qu'avant. Énormément de bons projets sortent. Des projets qui sont très très bons en termes de qualité et aussi en termes de longueur, mais pour la grande majorité, ça reste des succès de niche. Mis à part la communauté en elle-même, on n'en parle pas trop en dehors, on n'en entend pas trop parler. Quoique, il y a un truc. En 2012, il y a une preview de Super Mario Star Road 2, la suite de Super Mario Star Road de Skelux, et la preview, c'est lui qui montre un niveau qu'il a fait pour ce projet-là. Bon, au final, Star Road 2, ça sortira jamais, donc il n'y a pas eu grand-chose en fin de compte cette année. Mais en 2014, tremblement de terre. Tout au long de la vidéo, je vous ai présenté des acteurs importants de la scène de Mario 64. Mais là, ce qui arrive là, c'est, je pense, la référence. Quand on parle de ROM-hack sur ce jeu, c'est un acharné de travail. C'est un dingue, un fou furieux. Celui qui, jusqu'à aujourd'hui, porte encore le jeu. Ce monsieur que vous voyez avec les gros bras là, c'est Keizh Emanuar. Alors je sais pas si ça se dit Kazé ou Keizh, mais je trouve que Kazé c'est moins bien, donc je vais dire Keizh. Désolé par avance si c'est pas bon. Keizh Emanuar, il fait une entrée fracassante dans la communauté Super Mario 64. Il fait 3-4 ROM-hack qui sont vraiment plutôt bien. Mais la première ROM-hack qui fera vraiment parler de lui, c'est Mario 64 Chaos Edition. C'est très simple. Vous lancez le jeu et vous vous rendez compte qu'il y a déjà un problème avec la caméra. Il y a un truc qui cloche. Clairement, il est pas dans son état normal, Mario 64. Mais bon, tant pis, on commence à jouer et l'animation de course de Mario se joue à l'envers. Soudainement, le sol devient du feu, commence à faire mal à Mario, et quand vous vous êtes mis à couvert, vous vous rendez compte que vous avez plus le contrôle du personnage, amenant de nouveau Mario vers ce sol en feu, et vous êtes mort à 30 secondes de jeu. Le jeu devient rapidement incontrôlable, et plusieurs fois par minute, il y a un événement aléatoire comme ça qui se produit. Et vous devez quand même aller chercher toutes ces étoiles de manière classique pour terminer le jeu, malgré tout ça. Et c'est super fun en vrai, parce que vous avez un facteur aléatoire qui fait qu'on sait pas ce qui va se passer la seconde d'après. Il pourrait se passer n'importe quoi. Et ça va plaire à nos amis les youtubeurs, ça. Parce que c'est vraiment calibré pour des vidéos. C'est vraiment calibré pour que ça fonctionne. C'est très YouTube compatible, ce genre de challenge. Et à cette époque, les plus grands noms de YouTube vont y jouer. PewDiePie, premier youtubeur à cette époque, y joue. Et ça fait des millions de vues. Mais il n'y a pas le temps de se reposer sur ses lauriers parce que Keizh, il l'enchaîne. Keizh Emanuar, c'est ce mec qui a envie de pousser le jeu le plus loin possible et qui voit vraiment Mario 64 comme un bac à sable infini. En 2013, c'est pas moins de 6 projets qu'il sort. Et sur les années qui suivent, il va forcément en sortir au moins 3 par année. C'est énorme parce que faire une ROM-hack, c'est très long. Surtout, faire une ROM-hack qui est de bonne qualité. Super Mario Star Road a mis quand même 2 ans à être fait. Sauf que Keizh, il est méga productif. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que c'est un développeur. Donc quand il travaille sur une ROM-hack, il implémente aussi des nouvelles fonctionnalités dans le jeu. Vous voulez jouer un Goomba dans Mario 64, je sais pas pourquoi vous voudriez ça. Keizh, il a fait un projet dans lequel vous incarnez un Goomba et vous devez aller chercher des œufs. Pareil, si vous voulez jouer un Thwomp, vous pouvez parfaitement jouer un Thwomp si ça vous chante. Vous avez toujours rêvé de jouer au premier niveau de Mario Bros sur Mario 64, des rêves bizarres, hein. Mais ça tombe bien, Keizh l'a refait dans le jeu.
Case, il fait plein de ROM hacks comme ça qui nécessitent un peu de code. Et c'est bien, parce que ça fait de la nouveauté et pas tout le monde sait coder dans la communauté Super Mario 64. Alors lui, il dénote un petit peu du paysage. Il est hyper productif et en plus de ça, il fait des trucs très différents à chaque fois. Cette hyper productivité, elle s'explique aussi parce que ce qui sort, c'est des concepts. Des fois, il y en a même, on sait pas trop ce qu'ils font là. C'est un peu du shitpost, mais... D'ailleurs, en cherchant un petit peu, j'ai même trouvé un projet où il y a plus d'arbres, en gros, dans le jeu, et vous devez replanter les arbres. C'est tout. Il faut juste replanter des arbres, quoi. Case, ce genre de truc, il en fait beaucoup. Mais ça veut pas dire qu'il fait pas pour autant des ROM hacks terminés et finalisés. Son vrai premier gros projet, c'est en 2016. Super Donkey Kong 64, ça s'appelle. Un projet qui va montrer le style de Keiji Emanuar. Parce que lui, il fait pas spécialement des niveaux comme tout le monde. Lui, il fait du puzzle surtout. Il développe, en tout cas sur Mario 64, à fond cette notion de puzzle, avec des niveaux labyrinthiques dans lesquels il peut être compliqué de trouver son chemin et demandant aux joueurs de réfléchir pour acquérir ses étoiles de puissance. Les passages de platformer qui demandent aux joueurs d'être plus exigeants sur la physique du jeu, c'est plus compliqué aussi. Et en fait, c'est tout ça que sa partie développeur lui permet de faire. Sans connaissance en développement, on peut pas faire de Mario 64, qui est un platformer 3D, un jeu de puzzle. Faut forcément modifier certains aspects du jeu, et Case, il l'a bien compris. Dans Super Donkey Kong 64, il y a même un shop. C'est-à-dire que vous pouvez acheter contre des étoiles des nouvelles capacités. Case donne plus de sens aux étoiles que vous récupérez pendant le jeu. Ça récompense le joueur, et puis même aussi ça donne une nouvelle dimension au gameplay. Si je vous cite ces éléments comme ça, un par un, c'est pas juste dans l'esprit de faire de l'analyse pour de l'analyse. C'est simplement qu'en faisant ça, Case, il est en train de réinventer et de changer Mario 64. Alors que je le précise, c'est pas son boulot à la base. Lui, c'est un simple fan, comme vous et moi, qui a joué à Mario 64 quand il était plus jeune. Et pourtant, le voilà assis à son bureau, 20 ans après, à analyser, à lire toute la journée le code d'un jeu qui est peut-être plus vieux que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo. Mais Super Donkey Kong 64, c'est absolument pas le plus gros projet de Case, pas du tout. On a parlé de Super Mario Star Road, je vous ai dit que c'était gigantesque, incroyable, beaucoup de bonheur et d'amour. Certes, mais quand on parle de Mario 64 et quand on parle de ROM hack Mario 64, en général, il y en a deux qui viennent en tête pour les plus connus. On parle évidemment de Super Mario Star Road, mais on pense aussi à Last Impact. Super Mario 64 Last Impact, c'est le projet historique de Case. Tout comme Star Road, il compte le même nombre d'étoiles, 130 au total. Mais les deux projets sont novateurs pour des choses très très différentes. Je vous ai dit, Case, c'est un codeur, c'est un développeur. C'est vraiment un technicien, là où Skelux, il est un petit peu plus artistique. C'est aussi un développeur, hein. Mais il met en général plus l'accent sur les textures, sur les musiques et sur l'ambiance générale. Case, par contre, c'est la technique et l'innovation. On est là pour voir des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Et sur Mario 64 Last Impact, Case est en forme olympique. Il y a une introduction, des cinématiques custom, tout ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir à cette époque-là. Tout est nouveau dans Last Impact. C'est un Mario 64 sous stéroïdes. Et du début à la fin, tout est très différent du jeu original. C'est-à-dire que même quand vous lancez la ROM pour la toute première fois, vous arrivez absolument pas sur l'écran de sélection pour choisir son fichier et sa sauvegarde. Vous choisissez votre sauvegarde en jeu. Et ce côté exploration que Case veut développer depuis le départ, ça c'est poussé à l'extrême aussi. C'est un gars qui adore le puzzle et explorer des très très grands mondes. Et il y en a beaucoup des choses à faire, vraiment beaucoup. Mais chaque étoile est pensée et millimétrée pour être amusante. Sur l'écran de sélection des étoiles, quand vous en sélectionnez une, il y a une petite introduction qui vous montre où est-ce qu'elle se trouve et ce qu'il faut faire. Mais il y en a une pour quasiment chaque étoile, donc au minimum une centaine. C'est-à-dire que Case, il a passé plusieurs heures par étoile. Il a essayé de faire en sorte que tout soit compréhensible du début à la fin. Et ce souci du détail, dans Last Impact, ça crée vraiment toute sa magie. Chaque étoile à récupérer dans Super Mario 64 Last Impact est designée différemment. Il n'y en aura pas une seule qui ressemblera à l'autre. Et sur 130 étoiles, c'est énorme, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a toujours un élément de gameplay qui change, qui fera que votre expérience de jeu, elle sera toujours différente. Je pourrais vous parler de ce niveau dans lequel Mario, il s'aventure dans une grotte et il prend une tenue pour devenir une araignée. Et il doit combattre une gigantesque araignée en tissant des toiles. Je pourrais vous parler de ce niveau où Mario est en tenue de grenouille pour pouvoir nager plus vite et où il fait une course avec des sirènes. This does not look good. I'm like a lap behind. And I don't know where she's headed. You jerk. Oh, you're just gonna mock me, huh? Just gonna laugh? Je pourrais aussi vous parler de ce niveau où Mario a une tenue nuage lui permettant de créer des plateformes sous ses pieds et vous allez devoir bien les gérer pour aller attraper l'étoile qui est loin là-bas. Je pourrais vous parler du fait que tous les boss sont modifiés. Il n'y en a pas un seul qui est retenu du jeu original. Ah, pas un seul.
À un moment, vous êtes en plein milieu d'une cité aztèque, il y a un serpent qui vole et qui crache du feu sur toute la vallée. Et vous allez devoir le battre grâce à des nouvelles capacités. Je pourrais aussi vous parler de ces Goombas. Il y en a 3. Il y en a un violet, un bleu et un vert. Ils pensent qu'ils sont trop chauds. Ils viennent vous voir pour repartir avec la princesse Peach parce qu'ils ont été commissionnés par Bowser. Mais la vérité, c'est qu'ils sont nuls. Et c'est des situations toujours trop drôles. Gaze, il s'est vraiment amusé. Il a été giga créatif dans sa technique. Et je vous jure que Last Impact, on pourrait en parler encore des heures et des heures. Je pense que vous avez compris. À force, Last Impact, c'est complètement fou. Vous jouez même plus vraiment à Mario 64. Ça reste le platformer 3D qu'on connaît tous, mais il y a une dimension exploration et puzzle qui est encore plus poussée qu'avant. Il n'y a pas un aspect du jeu qui est resté classique et que Gaze n'a pas changé. Au début de la vidéo, on a parlé de compilation de code, du fait qu'un jeu est écrit dans un code qui est compréhensible pour l'humain et ensuite traduit dans un langage machine. En 2016, quand Last Impact sort, c'est toujours un peu le cas. Et Gaze, pour Last Impact, ce grand malade, il a réécrit plus de 100 000 lignes de code. Et le tout en assembleur. L'assembleur, justement, c'est ce langage machine dont on parle. C'est pas spécialement incompréhensible et illisible pour un être humain, mais faut quand même savoir le faire. Et pas tout le monde en est capable. Ce qui fait de Last Impact un événement isolé. On peut pas prétendre et avoir comme ambition de révolutionner Mario 64 sans avoir un minimum de compétences dans ce domaine-là. Sinon, ce serait arrivé 15 fois depuis. Ce qui fait que faire quelque chose qui se rapproche de Last Impact, c'est vraiment réservé à une élite. Des personnes qui ont étudié un code pendant de longues semaines, de longs mois, peut-être même de longues années, ce qui, par essence, en fait quelque chose de très peu accessible. Peu accessible, sauf si un jour, on arrive à réécrire le jeu de manière à se rapprocher du code source de Mario 64. Vous vous souvenez, on en a parlé un petit peu au départ. Le code source, c'est le langage originel dans lequel le jeu a été écrit. Et à ce moment-là, la seule manière de rendre Mario 64 plus modifiable facilement, ce serait ça. Logiquement. C'est-à-dire partir d'un code en dur pour réécrire l'intégralité de Mario 64 dans un langage de programmation plus classique. Là, on pourrait se dire, très bien, mais est-ce que c'est si compliqué que ça? Des gens qui font du reverse engineering, je vous en ai présenté plein. Qu'est-ce qui, elles, les empêche de se poser et de réécrire Mario 64? La liste, elle est très longue. Déjà, premièrement, c'est pas leur taf, c'est des gens qui travaillent à côté. C'est une tâche qui demande un temps monstrueux et qui, en plus de ça, est extrêmement périlleux et fastidieux. C'est quelque chose de très compliqué. Pourquoi? Parce que chez Nintendo, les développeurs qui ont développé Mario 64 à l'origine, c'est des développeurs comme tout le monde. Ils ont forcément fait des fautes dans le code, ils ont forcément fait des compromis d'optimisation, ils ont forcément écrit des trucs de manière illogique qui sont pas censés s'écrire comme ça. Alors si, en plus de ça, il faut faire tout le travail inverse d'écriture, faire bien attention aux fautes et devoir des fois travailler avec du code illogique et non optimisé, vous avez en face de vous un vrai défi. On va prendre une image plus simple pour que tout le monde comprenne. Vous êtes un restaurateur d'art et un jour quelqu'un vient dans votre bureau, vous tend un vase et vous explique que ce vase, il est vieux. Sauf qu'il est tellement vieux qu'aujourd'hui, si jamais on veut le refaire ce vase à l'identique, on sait pas comment faire. Il n'y a pas de plan fourni avec, et à l'époque où ce vase a été fait, on utilisait très certainement d'autres techniques qu'aujourd'hui. Et pourtant, vous voilà, avec vos techniques modernes, vous devez refaire ce vase antique. Vous partez, heureusement pas de zéro, parce que sur votre bureau, vous avez toutes les pièces qui composent le vase. Des pièces, il y en a des milliers, elles sont évidemment pas peintes non plus, mais il se trouve que vous avez une machine sur votre bureau, une machine qui, quand vous mettez certaines pièces dedans, vous donne des instructions. C'est bien évidemment écrit de la pire des manières et le plus synthétique possible, mais vous devez faire sens de ce qu'elle vous dit. Les instructions qu'elle vous donne, c'est les pièces qui sont censées se coller. Elle vous dira pas telle pièce et avec telle pièce, bien sûr. Elle vous dira telle arête de cette pièce va avec telle arête de l'autre pièce. Et c'est à vous de chercher sur votre bureau, à partir de ce qu'on vous donne comme énoncé, quel élément va avec quel élément. Vous procédez évidemment avec méthode parce qu'il y a tellement de pièces qu'on peut pas se permettre de pas être organisé, alors vous raisonnez par groupe de fragments. Tel groupe correspond à telle partie du vase et telle autre partie du vase correspond à tel groupe. Bref, vous avez les principaux groupes enfin qui composent votre vase. Mais vous n'êtes pas tiré d'affaire parce qu'il y a une dernière étape. Vous devez assembler votre vase. Et si ça ne marche pas, si il y a la moindre imperfection qui n'est pas refaite, si sur le départ vous avez fait ne serait-ce une petite erreur et que cette erreur-là s'est répétée sur tout votre processus, vous pouvez tout recommencer. Mais admettons que vous y soyez arrivé. Votre vase là, il est terminé, il est magnifique, c'est parfait, vous avez passé cette étape-là, très bien. Maintenant, on va mettre le vase d'origine et on va mettre votre vase que vous avez refait côte à côte et on va les casser tous les deux, de la même manière, avec un même impact, au même endroit, à la même vitesse. Si les deux vases se cassent différemment, c'est que votre plan, il est complètement faux. Si il se casse pas pareil que le modèle d'origine, c'est pas vraiment une recréation pour le coup, c'est une vulgaire copie. Quand on fait une décompte d'un programme, on veut pas que le programme qu'on a réécrit, il ressemble un peu au jeu, il faut que ce soit le même.
Alors attention à ce que j'ai dit quand même. L'exemple que je vous ai donné, c'est un exemple qui est volontairement simple pour que tout le monde comprenne. C'est pas l'exemple parfait non plus, bien sûr, mais ça donne à peu près une idée de la complexité de la tâche. Voilà, une décompte, c'est aussi exigeant que ça. C'est pour ça que c'est pas beaucoup de gens qui peuvent faire ce genre de choses, et c'est une tâche tellement colossale que pendant des années, on a longtemps cru que c'était impossible à refaire. Et pourtant, une petite poignée de personnes a réussi cet exploit incroyable de réécrire l'entièreté de Mario 64. Je sais pas comment vraiment vous expliquer à quel point c'est une prouesse et à quel point c'est un événement majeur dans tout ce qui est rétro-ingénierie. Je sais pas comment vous expliquer à quel point il faut faire preuve de coordination et d'exigence pour en arriver là. Pour certaines personnes, ils ont fait l'impossible. La décompilation disponible de Mario 64, ça a fait avancer énormément les choses. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec une décompilation ? Maintenant qu'on a le jeu en lisible, en clair, vous voulez du ray tracing dans votre jeu ? On peut faire des belles lumières maintenant dans Mario 64. Vous voulez un mode multijoueur ? Vous pouvez, c'est très possible aussi. Si vous voulez jouer à Mario 64 sur PS1, bref, même Mario 64 dans Blender, si vous voulez, dans n'importe quel autre jeu, vous pouvez littéralement importer la physique de Mario. Toutes ces choses-là deviennent possibles à partir du moment où la décomp existe. On peut tout faire avec Mario 64. 2020, après l'arrivée de la décompilation de Mario 64, on fait tellement de choses. On réinvente toute la manière de faire des ROM hacks sur Mario 64. Ça n'a quasiment plus rien à voir avec les années d'avant. Ça, c'est Mario 64 par exemple. Ça aussi, c'est Mario 64. Il y a des gens qui incluent de la narration maintenant aussi dans leurs projets. Il y en avait déjà, mais ils sont bien plus qu'avant. Et c'est surtout de mieux en mieux fait. En bref, c'est une explosion d'idées et de nouveaux horizons qui s'offrent à plein de monde. Et il y en a un qui aussi contribue directement à l'essor de Mario 64 sur ces années-là. Et son nom, c'est Simple Flips. Simple Flips, à la base, c'est un speedrunner de Mario 64 qui a commencé et qui est arrivé dans la communauté il y a très longtemps en publiant vite fait des petites vidéos de choses qui lui arrivaient dans ses runs. Ça a été l'un des premiers speedrunners à speedrun aussi des ROM hacks. Il y voit vraiment beaucoup de potentiel et c'est vrai qu'il aime ce jeu. Ça, il n'y a pas de doute. C'est un acteur important de la scène et je pense que ce serait une folie que de faire une vidéo où je parle de Mario 64 sans parler de Simple Flips. C'est un gars qui fait beaucoup, en tout cas pour la communauté, parce que depuis 2019, il a toujours organisé jusqu'à maintenant des concours de ROM hack dans lesquels il donne en général un thème et tout le monde fait un ou plusieurs niveaux autour de ce thème-là. D'autres grandes figures de la scène, autres que Simple Flips, vont se mettre à faire pareil, organiser eux-mêmes leur propre compétition. Et ce qui pourrait sembler être un événement plutôt banal, va créer ensuite les plus belles créations qu'on ait jamais vues sur Mario 64. À ce moment-là de l'histoire du jeu, tout le monde avec un petit peu de connaissances en 3D, bien sûr, peut faire sa ROM hack Mario 64 aujourd'hui. Et puis même si vous n'avez pas de connaissances dans ces domaines-là, dites-vous qu'il y a un mode qui a été fait dans lequel quand vous lancez le jeu, vous pouvez littéralement avoir accès à un éditeur de niveau interactif et vous pouvez faire vous-même votre niveau dans le jeu. Ça n'a plus de sens. Mais notre Case dans tout ça, Case il voit encore plus loin que tout le monde, comme d'habitude. Il s'empare de la décomp et il commence à réécrire lui-même des trucs sur cette décomp-là. Case, lui, il voit toujours l'intérêt dans la Nintendo 64. Il veut qu'on puisse jouer à ces jeux sur la console d'origine. Donc, en s'emparant de cette décomp, il va réécrire. I've read, optimized and bug-fixed the entire Mario 64 source code. Mais c'est parce qu'en fait, Case, ce qu'il veut faire depuis longtemps, c'est son propre jeu vidéo. Il est très attaché à cette esthétique de la Nintendo 64 et à ce côté rétro. Sauf que réécrire tout ça, c'est un travail entier. Mais ce gars, pourtant, à côté, il a une femme, un enfant, un autre métier, et il trouve le temps d'aller à la salle. Je sais pas à quoi ressemblent ses journées, mais franchement, ça doit faire peur. Le jeu qu'il veut faire, il est pas encore sorti. Mais heureusement, il publie beaucoup de vidéos de son avancée. Sur Mario 64, c'est vraiment ce qui se fait de mieux, et quand on regarde toute la rétrospective et d'où on est parti depuis 2005, c'est une belle progression.
Est-ce que vous connaissez les backrooms? Bon, j'essaierai de travailler mieux mes transitions. Mais si vous êtes un enfant d'internet, vous connaissez forcément les backrooms. Je vais pas vous refaire un récap entier et ultra exhaustif, il y a des gens qui traitent très bien ça sur YouTube. Mais les backrooms, c'est un genre d'horreur qui est vraiment né sur internet et qui a explosé il y a 3 ans. Tout le monde en a parlé à l'époque des backrooms et c'est un genre d'horreur que je trouve très très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il joue sur la peur des espaces vides, ce qu'on appelle un espace liminal. Les backrooms et toute l'esthétique de l'analogue horreur jouent sur ça. Elle joue sur ces espaces inconnus, étranges et labyrinthiques. Et entre 2021 et 2022, ce genre de contenu est très très en vogue, notamment avec les vidéos de Kane Pixels qui font beaucoup de vues dans lesquelles ils poussent cette narrative encore plus loin et ça devient réellement quelque chose d'intéressant. Mais bon, après j'en parlerai forcément moins bien que Feldup, donc nous on va s'arrêter là pour les backrooms. Mais avec cette émergence du contenu horreur sur YouTube à cette époque, les gens en parlent sur les forums, mais Mario 64, c'est un jeu qui à ce moment-là, il a plus de 25 ans. Entre-temps, le jeu vidéo il a énormément évolué, on joue plus du tout à ce type de jeu. Mario 64, ça a beau vieillir comme du bon vin, il y a quand même une vibe qui peut s'avérer un petit peu dérangeante pour certains joueurs. Ça reste un jeu dans lequel il y a quand même des espaces vides par moment. Il y a quelque chose qui relève un petit peu du liminal. Depuis l'arrivée du jeu sur le marché, Mario 64, ça a toujours été une source de fantasmes et de mystères. C'est pas pour rien que justement aujourd'hui on peut trouver des vidéos qui durent plusieurs heures sur les mystères et les faits méconnus de Mario 64. Mais en 2020, il y a un événement qui va venir amplifier tout ça. Un leak, un piratage, une fuite, appelez-le comme vous voulez, mais des hackers se sont attaqués à Nintendo. Ils ont fait fuiter des gigas et des gigas de données venant de leur propre stockage, et cette fuite, elle révèle beaucoup de choses. Someone hacked Nintendo, grabbed a bunch of files off their servers. I'm talking source code. Recently, an unnamed hacker broke into the Pokemon database and uncovered thousands and thousands of files. Who was responsible for obtaining these files? Et parmi tous ces fichiers qui ont fuité, il y a évidemment du contenu de Mario 64. Des ennemis, des niveaux, des sons, des animations et le modèle de Luigi. Depuis le départ, les joueurs de Mario 64 théorisent sur le fait que Mario ne serait pas le seul personnage jouable, que même sur la fontaine, sur ce petit écriteau très flou, on pourrait y lire « Hell is real ». Donc Luigi est réel. Et c'est même ce à quoi le titre de la vidéo de Starkson, la toute première vidéo sur Mario 64 sur YouTube, fait référence. C'est une très vieille théorie. Bon, j'anéantis le suspense directement, on n'a jamais trouvé de modèle de Luigi dans le jeu final. Et c'est 24 ans et un mois plus tard qu'on découvre que Luigi était bel et bien prévu pour Mario 64. Et là c'est trop bien pour les fans. On vient de confirmer une des plus grandes théories autour du jeu, et surtout une théorie qui date. Et les hackers ont surtout offert des gigas et des gigas de données aux joueurs de Mario 64, des gigas de contenu qui appartenaient à la bêta de Mario 64 et qui n'ont jamais été vus auparavant. Et la suite, on peut la deviner à partir de là, vous doutez bien ce qu'ils vont en faire. Ils vont ouvrir tous ces fichiers, ils vont les décortiquer, ils vont les rendre jouables, ils vont faire des ROM hacks dessus, ils vont faire des histoires dessus. Et c'est à ce moment-là que va naître un mouvement autour de Mario 64, un mouvement horrifique, un truc fait pour se faire bien peur quoi. Toutes les copies de Mario 64 sont personnalisées. Alors, de base c'est en anglais, donc ça sonne mieux. Là, ça fait un peu bizarre. Une tendance centrée autour d'une narrative sur le fait que chaque copie et chaque cartouche de Mario 64 est unique et a quelque chose qui l'habite. Le Gigaleak, c'est pas le seul point de commencement de tout ça. Il y a aussi une vidéo qui date, qui est une vidéo officielle de Mario 64 qui date d'il y a plusieurs années maintenant et qui fait un peu peur, c'est vrai. Stuff like this anyway. Oh, what? You think this is fun? You gotta be cuckoo crazy. You want fun? Wario show you fun. Cette gigantesque tête de Wario, ça va être repris énormément ensuite. Cette histoire de copies de Super Mario 64 qui sont hantées, c'est un mélange d'un peu tout. Une vidéo de Nintendo qui fait peur par-ci, un Megaleak par-là. Et le troisième ingrédient, c'est ce qu'on a dit, c'est les backrooms. Alors les backrooms, elles sont arrivées quelques années à peine après tout ça, après que tout ait commencé à prendre forme. Elles ont eu une influence quand elles sont arrivées sur comment l'horreur de Mario 64 s'est développée. Pas sur tous les aspects, l'esthétique du fan footage était déjà là avant, mais les backrooms ont plutôt influencé l'horreur de Mario 64 dans la conception de son espace. Des grandes salles vides, pas rassurantes du tout et même plutôt inquiétantes.
Et le tout appliqué à un jeu vieillissant dont tout le monde est nostalgique, et ben ça marche super bien. Et c'est aussi ce qu'ont compris certains créateurs qui ont décidé de faire des vrais projets artistiques avec, comme Super Mario 64 Classified. It's me, Mario! Nintendo no tanoshimi wa mugennai desu. Super Mario Classified, c'est une série de plusieurs vidéos. C'est un ARG, donc Alternate Reality Game, qui est un type de storytelling interactif dans lequel on cherche les messages du créateur. We're almost done with the engine. It's mostly functional at this point. The game itself is very straightforward. It's Mario, but in 3D. Le créateur de l'ARG imagine une nouvelle narrative qui débuterait en 1995, le moment où Mario 64 était encore en train d'être développé. Et tout le côté esthétique est vraiment très bien fait. Il y a des passages avec du cartoon, des fois avec carrément un autre style, c'est super intéressant. Je vous avoue que j'ai pas eu la foi de me taper des heures de vidéo pour comprendre cet ARG entièrement, mais pour ceux que ça intéresse, honnêtement, foncez. Look, Mario, you know I don't really mean all that, right? It's just for the show. I know, Luigi, I know. It's just for the show. All of it's for show. We're just pretending. And I guess we'll just have to keep pretending. Et évidemment que plein de gens se sont mis à faire des ROM hacks autour du contenu de la bêta de Mario 64. Récemment, on a beaucoup entendu parler de Mario B3313. C'est une gigantesque ROM hack de 450 étoiles. On en parle beaucoup parce que on la qualifie aussi comme la meilleure ROM hack de tous les temps. Et j'avoue, au départ, j'avais absolument pas compris pourquoi. Mais c'est en creusant un petit peu que j'ai compris que la proposition était très intéressante. Mario B3313, c'est une recréation de la bêta de Mario 64, mais avec un énorme twist. Tout est extrêmement labyrinthique. Vous ne vous y retrouverez pas dedans. Et ça reprend précisément cette idée de toutes les copies de Mario 64 sont personnalisées. Elles sont toutes différentes. Vous lancez une partie, vous n'aurez absolument pas la même progression qu'un autre joueur. Les niveaux, c'est des casse-têtes et des dédales sans nom, et ça reprend précisément toutes les thématiques dont on a parlé juste avant. Le tout plongé dans une ambiance qui des fois peut être un petit peu pesante. J'ai vu une vidéo sur YouTube d'un gars qui finit le jeu entier, elle dure plus de 24 heures. Et encore, il connaît un petit peu le jeu. Alors imaginez, quand vous débarquez, que vous ne connaissez rien, l'enfer. En fait, tout ce côté liminal dans Mario 64 et dans cette ROM hack aussi, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui ont joué à Mario 64 quand ils étaient encore jeunes, le jeu, il reste teinté de leurs souvenirs d'enfance. Les jeux vidéo ont changé, les textures ont évolué, la 3D aussi. Et ça accentue, en plus de ça, tout ce côté un petit peu dérangeant que Mario 64 peut avoir. Il y aurait une vraie analyse et une vraie réflexion à pousser autour de ces sujets-là, peut-être pour une autre vidéo, mais dans tous les cas, c'est une thématique qui est hyper intéressante. Est-ce que Mario 64 est dérangeant pour tous les joueurs pour les mêmes raisons ? Et pourquoi ? Tout ce qui a permis cette émergence du contenu un petit peu horrifique autour de Mario 64, c'est tout ce qu'on a vu dans la vidéo. Vu que tous les événements dans la communauté de Mario 64 sont liés, la décomp de Mario 64 a fait avancer énormément les choses aussi dans ce terrain-là. Parce que quand vous avez un jeu qui est facilement modulable dans tous les sens, vous pouvez raconter des histoires avec des visuels qui sont encore plus incroyables. Avoir un jeu qui est facile à se réapproprier, c'est aussi ça qui a permis au jeu de survivre au travers les années. C'est aussi parce que Mario 64, c'est un bon jeu à la base aussi, mais c'est pour sûr l'un des jeux qui doit énormément une partie de sa vie à sa communauté. Do we all get to touch the final star? Together! Oh, that's so cute! That's so Look at us go! Oh my god! Oh my god! What? Do you think that's a technical name for something? No, it isn't, idiot. Since I learned about these instruction cache mappings, I've applied the same principle to the graph render. Oh purée! Regarde, c'est des effets spéciaux pour le prochain film.
Est-ce que Shigeru Miyamoto avait au final raison? Est-ce que Mario 64, c'est que du gameplay? Dans cette vidéo-là, on a vu plein de gens qui prennent Mario 64 pour raconter des histoires avec. Des histoires marrantes, absurdes, des histoires belles avec du fond, des histoires qui font peur aussi, comme on vient de voir, et des personnes prêtes aussi à s'asseoir sur leur chaise et à étudier pendant des années et des années le code du jeu pour se le réapproprier. Parce que Mario 64, c'est ça, c'est une question de réappropriation depuis le départ. Ce qui était à la base et ce qui avait pour vocation d'être un simple platformer 3D, ça a pris une toute autre dimension. On a raconté et on raconte encore aujourd'hui plein d'histoires avec. Le jeu, il va avoir 30 ans l'année prochaine. C'est vraiment énorme. Et pourtant, aujourd'hui, on peut encore voir des nouvelles découvertes qui sont faites en speedrun. Parce que 3 décennies ne suffiront jamais pour faire le tour de Mario 64. On voit encore des vidéos de vulgarisation émerger sur le jeu. Bon, la mienne, c'est un bon exemple aussi. Si je vous en parle là, c'est que c'est pas pour rien. Je voulais vous parler de l'histoire de Mario 64 comme moi je la connais. On pourrait en parler sous plein d'autres aspects et prismes différents. Mais moi, j'ai choisi cette direction-là. Parce que je trouve qu'on a rarement vu une telle lettre d'amour de la part des joueurs adressée à un jeu. Et même si depuis le départ, Nintendo s'est toujours opposé très fermement à tout ça, je trouve que c'est vraiment beau, tout ce que les fans ont fait de leur jeu. Et je voulais tirer un hommage à ce jeu qui a traversé les époques, porté par sa communauté. C'est une histoire très singulière qu'on reverra peut-être jamais, celle d'un jeu qui, même après 30 ans, refuse de mourir. Merci à tous de m'avoir écouté. Je pense que vous êtes plus beaucoup là, mais j'en profite quand même, je vais faire vite fait 2-3 annonces. Déjà, c'est la première fois que je fais ce genre de format long, même de format tout court. J'espère que ça vous a plu, j'espère que m'écouter c'était agréable. Moi j'ai adoré le faire, même si c'était un peu lent de faire 1 heure de vidéo quand même. Mais je pense que c'est ce à quoi ma chaîne maintenant va s'orienter en type de contenu. Pour tout ce qui est contenu Mario Odyssey DS, si vous êtes un vrai de vrai et que vous êtes là depuis le départ, je pense qu'on va faire ça en live dorénavant. Et de temps en temps, quand après j'aurai suffisamment de choses à raconter, on se fera une grosse vidéo sur cette chaîne-là. Et du coup, j'ai créé une chaîne Twitch qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à aller vous abonner, on se fera des lives de temps à autre. Je sais pas du tout quand ou pourquoi ou comment. Abonnez-vous aussi si la vidéo vous a plu, je vous l'ai pas dit du tout, mais c'est super important. Je suis un petit créateur, tout ça. Si vous voulez soutenir, ça fait toujours plaisir. J'ai un serveur Discord aussi, tout est en description de toute façon. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Merci de m'avoir écouté, c'est super gentil. Et j'ai très hâte de vous retrouver pour la prochaine.